Salut, je m'appelle Amy. Bienvenue dans mon carnet où je vous invite à découvrir l'univers de mes textes, mais également ceux qui m'inspirent. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mon roman Ulysse et Calypso. La composition de ce texte est née du désir de réécrire l'histoire d'un amour légendaire. Alors, si vous le voulez bien, laissons-nous voguer, loin, très loin, bien après les crêtes des montagnes et l'immensité des mers, au cœur du monde, là où palpite l'île de Calypso. Épisode 10. Le retour du roi. Depuis 15 ans, Télémaque se levait avant l'aube. C'était une habitude. La sensation de s'éveiller avant le reste du monde diminuait sa souffrance. Du moins, le croyait-il. L'image d'un père héroïque parcourant vaillamment l'océan et la terre était devenue l'allégorie même de l'absence. Sa mère, absorbée par sa propre vie, l'avait quelque peu délaissé. Lorsqu'il eut l'âge de raisonner seul, elle se détacha de lui, comme ces bêtes qui, une fois qu'elles ont pourvu à la croissance de leur progéniture, les abandonnent à leur propre sort. Pénélope s'occupait de faire régner la justice, l'ordre social et politique. Bien que le royaume attendait le retour d'Ulysse, celui-ci s'était maintenu à flot et n'avait connu aucun désordre particulier. La reine œuvrait pour les mortels et les dieux. Elle avait une multitude d'amants, quelle que pût être la nature du pouvoir, et il détient bien souvent cet effet d'embellir son possesseur. Pour elle, qui avait longtemps vécu dans l'ombre de son mari, son départ et l'incertitude de son retour l'avaient propulsée dans la lumière. Elle y avait trouvé une certaine joie, et pour la première fois se sentait utile à la vie de la cité. Elle savait les immortels soucieux de l'avoir entourée par de si nombreux prétendants, mais elle avait appris à se défaire du rigorisme des déités. L'absence du roi jouait en sa faveur. Les dieux subissaient l'attente, tandis qu'elle se délectait d'un pouvoir et d'une liberté acquise par défaut. Certains de ses amants, avides de gloire, veillaient sur elle espérant un jour gagner sa place. Les autres, enivrés par les caresses d'une épouse esseulée, la suivaient fidèlement. Et comme ils se méfiaient les uns des autres, il y avait une sorte d'équilibre naturel qui se formait entre eux. Plus d'une fois, Télémaque eut l'envie de les tuer. Il rêvait à certaines mises à mort originales. Son esprit vagabondait. Tous le craignaient, car il était fils de roi, mais surtout fils d'Ulysse, l'homme aux 1000 ruses. Il les détestait. Ces hommes s'étaient installés chez eux sans nul embarras. Le rouge de la culpabilité n'effleurait jamais leurs joues molles et suintantes. Ils buvaient à leur table, couchaient dans le lit de son père et s'enfonçaient grassement dans le ventre de sa mère. Tout cela l'écœurait. Il ne fallait pas qu'il y songeât trop souvent, au risque que la folie ne s'empare de son esprit. Alors, il traînait un sourire amer entre les colonnes du palais, des temples et des banquets. Il se perdait dans les effluves de l'encens, des prières, de l'alcool. La débauche et la vertu, fille de l'existence, flattaient son âme au gré des humeurs, engourdissaient ses pensées, ou lui offraient quelquefois un miracle au son d'une lyre, celui de la naissance d'un vers entre ses lèvres. Il se sentait l'âme d'un Naède, mais il repoussait volontairement l'inspiration, supposant que son destin était à l'image de celui de son père, imprégné de pouvoir et de combat. Souvent, il se demandait s'il le reverrait un jour. Certains immortels lui avaient assuré de son retour. Mais le temps dévorait l'espoir. Il courait le long du rivage.
L'air frais entrait dans ses poumons. Il lui semblait renaître au monde. Il pensa à Phémios, à ses yeux, à son sourire, à son souffle, à ses lèvres étreignant son corps. Il avait entendu résonner les paroles dans les couloirs obscurs de la rumeur. On pensait qu'il aimait un homme parce qu'il avait subi l'absence de son père. On se moquait un peu de son désir que l'on croyait être le signe d'une blessure d'enfance qu'il n'avait su soigner courageusement. Pour eux, son amour était une illusion, une faille, et l'on plaignait sa faiblesse d'âme. Les mortels et les immortels se complaisaient dans le jugement. C'était viscéral, l'intense jouissance de se mêler des affaires d'autrui, l'estime excessive de la foule pour elle-même lorsqu'elle se galvanise et s'apprête à tirer sur ce qui ne lui ressemble pas. Télémaque avait appris à se défaire du regard de l'inquisiteur. La tâche n'avait pas été facile, mais aujourd'hui il se sentait plus fort. Ce que les gens pensaient de lui ressemblait à des roulements de vagues surgissant du cœur de la mer pour venir mourir sur une plage lointaine. L'absence ou le manque de son père n'était en rien la source de son amour pour Phémios. On comparait l'incomparable. Cela rassurait l'ignorant d'obtenir une explication à ce qui déstabilisait sa propre expérience, quitte à obtenir n'importe quel syllogisme. Il fallait décortiquer le fait. Mais le mauvais analyste ne savait pas que, pour lui, le corps de Phémios aurait pu être celui d'une femme. La force de son amour aurait été la même. Les âmes s'embrassent bien avant que les corps ne se rencontrent. Il continuait de courir. L'oxygène, fluide et doux, apaisait son esprit. De ses pensées, il baisa le front de son amant qui sommeillait encore dans le creux du lit. Il contempla les nuages, ferma les yeux, respira profondément. Les battements de son âme enlaçaient maintenant l'infinité du ciel. Entre les branches dénudées de l'hiver, j'apercevais le palais d'Ithaque, vaste pierre flottant dans un lointain amer. J'avais l'étrange sensation d'être l'un de ces endeuillés qui, par obligation, reviennent visiter leurs morts. J'avançais péniblement et cherchais la vie. Je ne pensais qu'à toi obstinément qu'à toi. Plus ma conscience essayait de t'arracher à ma mémoire, plus ta présence grandissait en moi, désirable, vivante, insaisissable.
Tu virevoltais dans ma tête comme un flocon de neige aux grâces impétueuses. Ton absence, ma bien-aimée, brûlait mon corps et mon être. Que devais-je écouter ces dieux et ces déesses? Ma raison pliait devant celle d'Athéna. Cette raison me perdait bien plus que la folie elle-même. En te délaissant, ma bien-aimée, je m'étais délaissée moi-même. Il était étrange pour des roses d'éclore durant l'hiver. Tout en redressant les tiges dans le vase, Isichia se demandait s'il serait convenable de faire part de la nouvelle que l'on venait de lui porter. Ce n'était là qu'une simple rumeur, mais si la chose était vraie, sa maîtresse ne devait-elle pas en être informée avant le reste de l'île? Il y avait 20 ans qu'Ulysse était parti. Isichia fêterait justement, dans quelques jours, ses 20 printemps. Sa mère racontait souvent le départ du roi à la guerre, évoquant la douleur de la reine et de son fils. Pourquoi les immortels infligeaient-ils une si longue absence à Pénélope? N'était-ce pas cruel? Répétait-elle à sa fille. Isichia ne voulait en rien troubler les vertus que sa mère prêtait à la reine, mais elle devait bien admettre que la disparition du roi n'avait pas l'air d'affecter grandement son épouse. Bien sûr, elle n'était à son service que depuis quelques années. Peut-être que Pénélope s'était habituée à l'absence d'Ulysse. Peut-être avait-elle déjà pleuré longuement. Peut-être avait-elle choisi de rejoindre le royaume des vivants plutôt que de céder à celui des morts. Qui le lui reprocherait? Elle entra dans la chambre. Antinoos caressait les cheveux de la reine. Un rayon de soleil éclairait le visage des amants. Leur corps nus reposait tranquillement sous d'épaisses couvertures.
Hésikia n'appréciait pas cet homme. Ses manières étaient semblables aux pierres brutes sorties du ventre de la terre et dont le sel de la vie n'avait pas encore poli les arêtes. Elle révélait son goût prononcé pour l'arrivisme. Pénélope le savait et s'amusait à lui faire espérer l'ascension à un pouvoir qu'elle n'avait aucunement l'intention de lui céder. C'était là l'huile à rouage de son amant, et elle profitait agréablement de la crédulité d'un homme qui aimait la nommer en secret à ses compagnons de banquet la sotte de l'homme aux 1000 ruses. Elle savait Antinoos déloyal, mais il remplaçait si bien les phallus de pierre. La puissance de la chair et du sang n'avait rien de comparable au jouet d'Éros. Il fallait qu'elle le sente palpiter dans son ventre, un phallus bien vivant, fier de son existence, gonflé de suffisance. Pour Pénélope, l'amour dans l'acte charnel lui importait peu. Elle désirait l'exultation du corps. L'âme, pour elle, avait d'autres moyens d'y parvenir. L'amour d'autres richesses pour s'offrir. Cette jouissance des corps était irremplaçable. Durant l'absence d'Ulysse, elle avait appris à flatter habilement les phallus et tirer de leurs orgueils tout le suc qu'elle désirait. Ses amants étaient comblés, tandis qu'elle répondait à son irrépressible besoin de conquête. Ce n'était pas ce que l'on attendait véritablement de la femme vertueuse. Avec le roi, elle avait plié sous le joug de la morale. Non qu'il eût exigé, mais elle avait été éduquée avec les principes de la femme modèle, soumise moralement, silencieuse, et dont le corps n'était fait que pour une seule et unique chose, la procréation. Une sorte de succursale phallusienne sans nul principe d'autonomie. Pourquoi imposait-on ces fers-là aux femmes et non aux hommes? Pourquoi le corps de la femme devait-il se soumettre à tant de règles, d'exigences? Pourquoi les coupait-on de toute connaissance de lui-même? Pourquoi lui dérobait-on ainsi sa liberté? Pourquoi lui ravir les plaisirs et la sensualité de la vie? Pour quelle raison la femme ne pouvait-elle pas dire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle désirait, ce qu'elle espérait? Pour quelle raison n'était-elle pas en droit de choisir par elle-même ce qu'elle entendait faire de son propre corps? Et pour quelle raison encore sa propre jouissance lui était interdite quand l'homme profitait de la sienne librement? Hésikia déposa sur la table de nuit le breuvage interdit. La plante dont on extrayait le jus était considérée par les mortels et les immortels comme immorale. On avait bien essayé de lui interdire de pousser, mais elle était opiniâtre et trouvait toujours le moyen de rejoindre les sentiers de la vie. Alors les censeurs avaient changé de stratégie et punissaient toutes celles qui en consommaient. Pénélope s'en moquait. Hésikia était une jeune femme pleine d'honneur, et la reine ne craignait pas l'infidélité de sa part. Elle lui avait présenté cette plante comme l'amie indéfectible de toutes les femmes qui choisissaient de prendre en main leur destinée et de ne plus se fier aux discours réprobateurs des hommes ni à la domination des moires. Elle avait un fils qu'elle aimait et maintenant elle désirait profiter des jouissances de son corps sans craindre les conséquences d'un enfant non désiré. Elle se leva, trissa ses longs cheveux lisses sous le regard brûlant d'Antinoos, avala le liquide et commença sa journée avec l'étrange sensation que celle-ci ne serait pas la plus ordinaire de sa vie.
Je regardais la mer pénétrer doucement la grotte où nous aimions nous retrouver. À l'abri des regards, nous buvions notre amour. La roche avait cette couleur qu'emprunte le désir au soleil levant. Plis irréguliers, pulsations de vie. Je contemplais ce dernier vestige, témoin discret de notre danse immortelle. Dans mon ventre, les battements de notre amour formaient à présent l'unique fruit de nos corps entremêlés. Je marchais à travers bois, chaque branche caressait ma main. J'imaginais le souffle de tes doigts sur les miens. Je t'aimais d'un amour si profond qu'il m'était impossible de désavouer ton âme. Mes pensées s'élançaient dans le ciel. Elles y cherchaient un messager, une fidèle étoile qui guiderait ton retour. Je ne pouvais quitter l'île, l'île ne pouvait me quitter. Elle m'appartenait comme je lui appartenais. Pourtant, il me semblait parfois l'entendre me susurrer ton nom, comme pour me donner le courage de te rejoindre. Si j'avais pu confondre le destin, si j'avais pu me dresser contre l'injustice que mon cœur endurait, alors j'aurais traversé le vaste océan jusqu'à toi. J'aurais marché sur la terre des mortels en criant ton nom jusqu'à l'épuisement. J'aurais fait trembler le monde juste pour rappeler mon cœur dans le creux de ton âme. Mais les immortels veillaient, et les mortels avaient besoin de toi. Il y avait Pénélope, il y avait Télémaque, et finalement, il y avait si peu d'espace pour nous. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 10. Voix et texte Émilie Bénéraud. Musique Paul-Adrien Bénéraud. Illustration Alfie. Régie Béatrice Bénéraud. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.